Bonjour à toutes et à tous. On va débuter notre séance en donnant de suite la parole au vice-président de la Commission des affaires sociales du Sénat, Alain Milon, qui nous fait l'honneur d'introduire cette rencontre, et en remerciant aussi Bruno Retailleau, qui a été associé à notre réflexion. On tenait à se retrouver au Sénat, dans un palais de la République, pour lancer notre initiative sur la démocratie en santé. Donc merci d'être là. De nombreuses personnes, je le disais Alain tout à l'heure, n'ont pas pu venir parce que vous savez qu'on a un cadre très restrictif lorsque l'on va dans un lieu comme le Sénat. Donc on est obligé d'être limité au nombre de places qui nous sont accordées. Et puis certaines personnes, en cours de route, changent d'avis. Donc on se trouve vraiment heureux de se retrouver avec vous et on essaiera dans cet après-midi, dans ce colloque, d'ouvrir véritablement cette initiative. Je vous en dirai un mot. Je remercie également le professeur Didier Sicard, compagnon de route depuis la création de l'espace éthique en 1995, et pour nous, à la fois l'ami et la figure emblématique, le conseiller auquel on s'est référé dans des années. Chaque fois qu'il y avait un sujet délicat, c'est vers Didier qu'on se tournait. Je remercie aussi d'être là dans un second temps pour introduire notre rencontre. Je vous donne la parole, monsieur le sénateur. Bien, merci, professeur. Madame, monsieur, c'est évidemment un plaisir et un honneur pour moi de représenter le président Gérard Larcher pour ce 20e anniversaire de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, dite loi Kouchner. Je remercie évidemment le président Larcher pour la confiance qu'il me témoigne et je vous remercie, vous, et surtout et plus particulièrement le professeur Hirsch à l'initiative de cette manifestation. Je sais que les échanges seront particulièrement intéressants et enrichissants tant le sujet est dense et recèle une actualité particulièrement brûlante. En effet, qui aurait pu imaginer que les questions relatives à la santé, aux droits des malades, à la démocratie sanitaire se poseraient avec une telle acuité 2 décennies après la promulgation de ce texte, le 4 mars 2002. Fruit d'un long processus que l'apparition du sida a accéléré, cette loi s'articule autour de 2 principes que vous connaissez: le consentement libre et éclairé du patient à tout acte médical, qu'il soit de prévention, de diagnostic ou de traitement, le droit du patient à être informé sur son état de santé. Ce texte introduit une notion nouvelle, la démocratie sanitaire, qui peut se définir comme une organisation de la société reconnaissant le droit et la capacité de chacun de connaître, de décider et d'agir pour sa santé et la protection de la santé publique. Ainsi, cette démocratie sanitaire met en exergue 2 dimensions des droits affirmés des patients. D'une part, les droits individuels du patient qui recouvrent le droit au respect de la personne, au respect des individualités, l'affirmation de l'autonomie de la personne et le droit à indemnisation en cas d'erreur médicale. Ces droits regroupent également le libre choix du médecin que le Conseil d'État avait érigé en principe général du droit dans un arrêté de février 1998, ainsi que le droit à l'information reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 juillet 1994. Le libre choix du médecin par le patient suppose bien évidemment d'avoir un égal accès à un médecin, aux soins et aux progrès technologiques. Déjà en 2002, ce paramètre posait des difficultés et l'article 79 alinéa 2, qui évoque notamment la nécessité de, je cite, réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, en dresse en creux le constat. Hélas, au fil des ans, il n'a pas été possible d'atteindre cet objectif. Au contraire, la situation s'est dégradée en raison d'un manque de médecins pour des raisons diverses, sur lesquelles vous reviendrez peut-être tout à l'heure, et son corollaire, le refus de nouveaux patients par des médecins dans l'impossibilité de pallier les carences territoriales ou les carences de spécialité. La désertification médicale, qui concerne aujourd'hui aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains,
est devenu un véritable enjeu de démocratie sanitaire, mais également, et on l'entend bien en ce moment, de démocratie politique, dans la mesure où l'effectivité de ce droit créance ne peut pas être garantie. Les différentes lois postérieures et la mise en place du parcours de soins n'ont jusqu'à ce jour pas permis de résoudre cette difficile équation. D'autre part, des droits collectifs de l'usager du service de santé reconnaissant la possibilité d'être représenté par des associations ayant la capacité d'ester en justice, ainsi que la participation à des instances régionales. Désormais, le patient n'obéit plus au médecin comme un serf à son seigneur, contrairement à ce que souhaitait Guy de Chauliac. Père de la chirurgie médicale, les médecins auprès de la papauté d'Avignon illustrent prédécesseurs vauclusiens d'adoption comme moi. Aujourd'hui, fort heureusement, les relations médecin-malade ont bien évolué et le rapport aux sachants s'est d'une certaine façon rééquilibré. L'objectif de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé de 2002 visait d'ailleurs à substituer au patient sujet passif un patient acteur de sa santé et co-décideur. Le médecin propose et le malade décide. Toutefois, si cette évolution est un progrès, ce que je crois sincèrement, elle soulève certaines questions dans une société hyper médiatisée où les sources d'information sont multiples et les réseaux sociaux omniprésents. Cette multiplication des moyens de communication ne permet pas toujours de la diffusion d'informations fiables scientifiquement et laisse planer parfois, souvent, à des analyses pour le moins tendancieuses si elles ne sont pas tout simplement complotistes. Ces médias participent à une certaine vulgate et à la construction de l'opinion publique. En matière de santé, et en d'autres domaines d'ailleurs, qui constituent la clé de voûte de nos démocraties, nous sommes confrontés au subtil dosage entre expertise et vulgarisation. Comment endiguer le phénomène de défiance, voire de méfiance, à l'égard des experts, dont la parole est parfois davantage mise en doute que celle du profane. La crise du Covid et les thèses développées, notamment par les opposants à la vaccination, illustrent bien ce hiatus, j'oserais dire cette fracture. En matière de politique publique de santé, la méfiance est de mise. En revanche, dans les rapports entre le médecin et son patient, le rapport de confiance qui les lie ne semble pas pour l'instant altéré. Ainsi, même si les risques de recours à la justice s'est fortement accru suite aux différentes évolutions, lorsque l'écoute, l'humanité, le respect et la recherche du consentement éclairé sont poursuivis, la relation reste forte et privilégiée. La loi Kouchner a donc 20 ans. En 20 ans, nos sociétés ont fortement changé et si le sida a agi à l'époque comme un accélérateur dans l'élaboration de la loi, la crise du Covid a également mis en exergue des points d'amélioration de notre démocratie sanitaire. Celle-ci a été soumise à rude épreuve. La gestion de la crise Covid s'étant même traduite par un effacement complet de la place des patients dans le système de santé et de solidarité. Fermeture des EHPAD, je vous rappelle, gestion des restrictions à l'hôpital, déprogrammation, etc. De nombreux domaines qui auraient dû constituer des champs privilégiés de dialogue et de réflexion éthique associant au premier chef les patients et leurs représentants n'ont pu faire l'objet de consultations. Il en ressort que le renouvellement de la démocratie sanitaire constitue une priorité pour les prochaines années. Ainsi, je pense que l'on pourrait avantageusement, et permettez-moi de vous donner ces réflexions personnelles qui rejoignent les réflexions d'autres personnes, le renouvellement donc, de la démocratie sanitaire constitue une priorité. Il faudra instaurer un système transparent d'évaluation des professionnels de santé par leurs patients, tant au niveau de la qualité des soins délivrés que du parcours de santé ou du comportement vis-à-vis de l'usager. Il faudra recueillir et développer les bonnes pratiques à partir de ce système d'évaluation pour améliorer durablement
la qualité d'action des professionnels de la santé et du médico-social. Adopter une véritable éducation des bonnes pratiques de santé, nutrition, activité physique, lutte contre les addictions, entre autres, afin de permettre à chacun, dès son plus jeune âge, de prévenir les maladies. Créer des référents parcours pour assister les patients au parcours de santé complexe et assurer une liaison de qualité avec les professionnels de santé, du social, ainsi que les familles. Promouvoir l'intervention des patients partenaires, à même d'aider et d'accompagner les personnes souffrant de pathologies similaires à la leur afin d'humaniser les parcours de soins en partenariat avec les professionnels de santé. Encourager l'utilisation du numérique par les patients aux besoins en leur adjoignant un accompagnement humain pour les aider à maîtriser ces nouveaux outils. Inclure des représentants des patients dans des instances de planification et de décision du système de santé au niveau régional. Renforcer la lutte contre les infox médicales afin de promouvoir une information de qualité sur l'ensemble des sujets de santé et d'éclairer l'opinion de chaque citoyen sur les implications de ses choix de vie. Madame, Monsieur, la santé est devenue, vous le voyez bien dans le cadre de cette campagne qui est en train de se mettre en place, la santé est devenue l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens. C'est d'ailleurs, selon les sondages, la deuxième préoccupation après le pouvoir d'achat. C'est nos concitoyens qui veulent une médecine de qualité offrant l'expertise technologique optimum tout en conservant, et ça me semble important, la proximité et le lien humain qui sont les fondements mêmes de la médecine. Tout l'enjeu est évidemment de parvenir à concilier ces exigences qui ne ressortent pas nécessairement du même champ. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Merci au sénateur Alain Milot pour deux raisons. D'abord, il ne faut pas dissimuler que c'est un médecin, un grand médecin, et donc on voit toute la patte et l'expertise du médecin dans votre propos. Et puis alors, votre introduction, j'espère qu'on pourra l'avoir par écrit, parce que c'est déjà une contribution à notre démarche, parce que vous avez fait des propositions, et on ne manquera pas de vous inviter le 3 juin, quand on va faire notre journée au Théâtre Antoine, que ça ne fasse pas rire les gens. On a choisi le Théâtre Antoine parce qu'il y a de la place pour accueillir suffisamment de personnes, et on veut proposer au Parlement donc une contribution, puisqu'on a mené, et je vous l'enverrai, il y a une enquête qui a été menée, il y a des groupes de travail dans tous les thèmes que vous avez abordés. Ils concernent nos groupes de travail. Il y a 6 groupes de travail, et notre premier webinaire va avoir lieu le 22 mars prochain. Donc mille fois merci, parce que vous avez vraiment introduit notre propos dans cette dynamique de concertation qui a beaucoup manqué ces derniers mois et qu'on est heureux d'ouvrir grâce à vous au Sénat. Merci infiniment.